J'accueille avec vous Chloé Cormand, Pascal Robert Diard, Giuliano Dampoli et Yves Ravet. Bon, on dit Corman, évidemment. Reviens. Et j'appelle... Ah non, elles sont là, d'ailleurs. C'est Sayane et Mathilde pour les Presque Sœurs de Chloé Corman. On vous écoute. Applaudissements, s'il vous plaît. Mathilde et Sayane. Elles s'assoient sur leurs valises ou par terre, contre les murs. Comme elle le fait depuis l'attente à la Feldgendarmerie, Jacqueline s'absorbe dans l'observation de sa montre, un cadeau que ses parents lui ont offert en mai pour ses 5 ans. Les Corman sont horlogers. Ils savent que ce modèle marche très bien auprès des enfants. Sur le cadran, on voit Mickey dont les bras inégaux indiquent les heures et les minutes et s'en mêlent 2 fois par rotation. Il voulait lui apprendre à lire l'heure et elle se débrouille assez bien à présent. Les bras de Mickey se sont croisés et décroisés au moins 10 fois depuis leur arrestation, ce qui n'empêche pas la souris d'être toujours aussi souriante. De temps en temps, elle dégrafe le bracelet de cuir, c'est doux, elle le remet. Les parents ont été arrêtés 3 mois plus tôt, à la maison. Elle peut dire qu'il était 14h30 environ. Mickey devait avoir un gant blanc sous l'oreille et un entre les pattes. Comme c'était le 14 juillet, les parents ne travaillaient pas, ou encore moins que jamais, les occasions étant de toute façon de plus en plus rares et difficiles ces derniers temps. Merci les filles. Et bonjour Chloé Corman. Vous pouvez prendre un micro. Oui, c'est bon. Je m'étais jamais posé la question en fait de cette histoire-là, de ce qu'on avait fait, de certains enfants déportés, non déportés. Et c'est assez brillant comme livre pour ça aussi. Ça soulève un coin dont j'ignorais l'existence, mais ce qui est évident en fait. Et Arthur a une première question qui introduit bien le sujet, je pense. Au Lila, Arthur, c'est à toi et les autres. C'est dur le retour de déjeuner, mais on se concentre, on se prend au sérieux, on est juré d'un prix énorme. Voilà. Merci à tous. Peut-on dire que votre livre est un réquisitoire contre la collaboration des fonctionnaires sous le régime de Vichy ? Merci Arthur, bonjour à tous. Et avant de te répondre, merci pour la lecture qui donne peut-être un indice de ce qui amène à cette question. Voilà, dans cette page que vous avez lue, des enfants ont été enfermés au commissariat d'une petite ville, Montargis. C'est des Français qui les ont enfermés là, sur ordre des Allemands, mais les étapes opératoires, des rafles et des enfermements et des déportations de ces personnes, c'est des fonctionnaires, des policiers, gendarmes français. Mais un livre, c'est pas un roman, c'est pas un réquisitoire. Ce qui m'importait, c'était de donner à ressentir, à voir, à être avec ces petites filles quand elles là, elles regardent le temps passer parce que elles s'ennuient à mort. Elles n'ont plus leurs parents depuis des mois. Et elles ne savent pas ce qu'on va faire d'elles. Et en fait, si j'avais fait un réquisitoire, je me serais occupée de ma colère et de réunir des preuves. Et ce faisant, j'aurais fait quelque chose que j'avais pas envie de faire. Enfin, j'aurais contredit ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire être près de ces petites filles
J'avais pas envie d'être dans des actes juridiques, administratifs, chercher les coupables. Moi, ce qui m'intéressait, c'est essayer de comprendre comment elles avaient ressenti cette période. Et bien sûr, à travers ça, esquisser, faire comprendre des responsabilités, bien sûr. Et ça m'est arrivé en écrivant ce livre d'être effectivement très en colère. Mais je peux vous dire aussi que j'ai eu entre les mains beaucoup d'actes administratifs qui racontent en fait des listes où les noms de ces petites filles emprisonnées apparaissent dans chaque lieu différent où on les enferme à nouveau. De nouveau ces noms, de nouveau leurs noms. Et je sais qu'au bout de ça, si on met tous les papiers bout à bout, le dernier papier, c'est la liste du convoi par lequel elles sont emportées et assassinées. Est-ce qu'on a envie de raconter la vie de petites filles entre 4 et 10 ans, 12 ans, juste à travers le point de vue de leur assassinat? Moi, j'avais aussi envie de raconter que c'était des petites filles, de raconter leur jeu. C'est pour ça que je parle aussi de la montre de Mickey. Je parle du fait qu'un jour, alors que je voulais trouver des archives, des documents administratifs, on m'a apporté une dinette qu'elles avaient eue, avec laquelle elles avaient joué. Et puis, j'avais envie de raconter à quel point ce temps d'enfermement, à pas savoir ce qu'on allait faire d'elles, à quel point ce temps-là avait été long. Et le système qui consistait à enfermer des enfants en montrant en surface qu'on s'occupait d'eux, ça c'est ce qu'a fait le régime de Vichy, et toujours le régime de Vichy, à n'importe quel moment pouvoir emporter ces enfants. Mais c'est pour ça que c'est différent d'un réquisitoire, parce que moi je voulais raconter l'effroi, raconter comment elles ont vécu ça à l'intérieur des foyers, quand elles ont vu partir d'autres enfants, quand elles ont vu qu'ils ne revenaient pas. Je voulais raconter leur point de vue de petites filles et aussi leur amitié, parce qu'elles se sont beaucoup soutenues. Les presque sœurs, c'est 3 sœurs d'une famille et 3 sœurs d'une autre famille. Et c'est elles qui décident, à travers leur amitié, de dire on va se baptiser, on va s'appeler les presque sœurs. Ce qui est, voilà, se donner un nom, c'est déjà une façon de résister. Donc moi, j'avais envie d'être de leur côté et essayer de partager leur vision. Eh ben, vous avez répondu à la question d'Ashraf, à qui j'allais donner la parole sur cette définition de ce que c'est qu'une presque sœur, et la différence que vous faites avec être ami. C'est ce que je demandais à Ashraf, et ensuite je demanderai à Ibrahim de prendre la parole. Est-ce que vous voulez préciser presque sœur, ou là on est bien, oui. On a compris. Les presque sœurs, c'est d'être dans cet entre-deux. Oui, de l'amitié et de la sororité. C'est un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est de la solidarité de filles. Et ça, c'est important, cette idée de solidarité de filles, parce que quand j'ai commencé le livre, j'ai aussi, quand je vous dis que je voulais décrire leur vision, j'ai aussi réfléchi à, par exemple, quel livre elles lisaient. Les petites filles de cette époque. Et c'était accablant. C'était accablant parce que j'ai trouvé la semaine de Suzette, la semaine de Lisette, en fait que des feuilletons à l'eau de rose. Et j'ai pensé que par rapport à ce qu'elles vivaient, avoir des livres comme ça, c'était déplorable. Et ça racontait quelque chose de comment on traitait les petites filles à cette époque, un peu comme des idiotes. Et elles sont seules au monde, elles n'ont plus de parents. Elles sont 6 petites filles qu'on a jetées en prison. Et elles se nomment elles-mêmes un groupe de filles, les presque sœurs. Et elles essayent d'avoir les moyens intellectuels, les moyens d'amitié, de vivre quand même et de résister à tout ça. De résister à tel point
que 3 d'entre elles arrivent à s'échapper. Donc, voilà, des presque sœurs, je pense que c'est une solidarité de filles dans un monde qui n'est pas favorable aux filles, à nourrir leur imaginaire et de réussir quand même à résister. Et on rejoint Aulnay avec Ibrahim et sa question sur la première phrase, qui est celle du bandeau aussi. Bonjour. Bonjour. La première phrase du livre est « Certaines histoires sont comme des forêts, le but est d'en sortir ». Comment pensez-vous avoir réussi à sortir de cette histoire ? Merci. Et il y a une phrase juste après pour dire que d'autres sont comme des bateaux aussi, qui emmènent vers un imaginaire. Mais je ne vais pas feinter et répondre à côté de cette histoire de sortir de la forêt. J'ai cru longtemps, en écrivant ce livre, que j'allais jamais sortir de la forêt. C'est comme quand on est dans une forêt, on n'a plus de perspective. Et je pensais aux forêts des contes aussi. Les contes où les enfants sont perdus. Et c'est pour ça aussi que je suis restée avec cette image. À la fin, en plus, je me suis inquiétée pour mes enfants. Je me disais que c'était pas vis-à-vis d'eux, qu'est-ce que ça pouvait être d'avoir une mère qui était en train d'écrire cette histoire. Mais finalement, je suis contente aussi d'avoir... En fait, je savais que cette histoire était dans ma famille et d'avoir trouvé des mots pour la décrire, pour l'amadouer. Ça m'a... Au bout de ça, j'ai eu l'impression de sortir de la forêt, oui. Je voudrais que Philippine, au lycée Saint-Thomas d'Aquin, pose sa question sur les lecteurs. La deuxième question, quoi. Merci Philippine, bonjour. À travers ce roman, à qui vous adressez-vous ? En fait, c'est une question qui permet très bien de décrire ce qu'on fait quand on écrit. On a toujours... Enfin, moi, j'ai qu'à parler pour moi, mais j'ai toujours des lecteurs avec moi, qui sont des gens que j'aime, des gens dont je sais que... Et parfois, c'est des lecteurs qui ne sont pas les mêmes. Pour telle ou telle scène, je pense à des lecteurs différents. Et ils m'accompagnent, ils me permettent d'avoir confiance ou parfois d'avoir je pense au sens de l'humour d'un ami ou à une certaine vision, une forme d'ironie d'une autre personne. Donc, on peut dire que ces lecteurs, ces amis, sont des lecteurs pour qui j'écris. Après, tout à l'heure, avec la question sur la forêt, j'ai parlé de mes enfants et je pense que j'ai écrit ce livre aussi pour mes enfants. Parce que j'ai pensé que cette histoire, un jour, ils allaient la connaître. Et j'aurais envie qu'ils la connaissent avec mes mots. Et après, il y a aussi une part de la réponse qui vient avec tout ce que j'ai découvert. Les faits que j'ai découverts qui m'ont vraiment choquée. Et d'autant plus que je trouvais ça insensé de ne pas être au courant que des petites cousines dans ma famille avaient été séquestrées, emprisonnées pendant 2 ans. Je me suis rendu compte en écrivant ce livre que des enfants avaient subi ce sort pendant 2 ans, entre juillet 42 et juillet 44. Et j'ai voulu porter à la connaissance commune, à la connaissance d'un public beaucoup plus vaste, quoi, l'opinion publique, cette partie de l'histoire qui m'est
partant de ma propre ignorance, de me rendre compte que des enfants dans ma famille ont été emprisonnés pendant 2 ans avant d'être tués, et que je ne le savais pas, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je peux essayer de faire connaître à plus de monde, en public, dans le débat public. Voilà. Mathilde du lycée Colbert à Paris vous demande si vous êtes mise dans la peau des jeunes filles, ou est-ce que vous l'êtes interdit, ou est-ce que vous avez essayé, échoué, réussi, eu envie? C'est délicat parce que j'avais pas envie d'usurper, enfin de voler quelque chose de faire croire. J'avais pas envie de faire croire que j'avais éprouvé des choses que j'ai jamais vécues, même rien de ressemblant. Voilà, avoir 4 ans et être mise dans une prison, je peux pas faire semblant et dire que je sais ce que c'est. Donc j'ai été sur une sorte de brèche à me dire, on a quelques lettres de ces petites filles, on a des témoignages des vieilles dames qui se souviennent des petites filles qu'elles ont été. Et puis, moi, je connais des enfants et je connais des adolescents et je vais essayer de mettre des impressions ensemble. Mais je ne vais pas essayer de faire croire que j'ai vécu quelque chose que je n'ai pas vécu. Ça, voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon livre n'est pas toujours réaliste. Il y a des scènes qui sont inventées dans des endroits... Mais j'ai jamais essayé de faire croire que les scènes inventées remplacent la réalité. Mais des fois, je ne sais pas. Par exemple, la scène où elle regarde la montre, ou la scène où une petite fille répare une horloge avec son père. C'est des scènes, je ne sais pas. Peut-être que ça a eu lieu. J'ai imaginé, je le propose. Et j'imagine les émotions, mais je vous dis que je l'imagine. Et je dis que je l'imagine aussi parce que je pense que dans les circonstances qu'elles ont vécues, ces petites filles, être capables d'imaginer, pour s'évader de là, c'était important. Donc la capacité d'imagination, c'était aussi quelque chose que auquel j'avais envie de rendre hommage. Merci beaucoup, Chloé Corman. Ah bah merci. Les Merci Presque Sœurs. Merci. Au seuil. Merci beaucoup, Chloé. Pascal Robert Diard, La Petite Menteuse à l'Iconoclaste. Et pour lire l'extrait, j'appelle... Clarisse de Dieppe. C'est bien ça? Si vous vous reconnaissez avant que je l'ai dit, vous pouvez venir. Merci Clarisse. Et après, on commencera les questions avec Enzo de Dieppe. Je le signale juste, s'il peut se lever, Enzo, comme ça, on le repère tout de suite. Merci Clarisse, allez-y quand vous voulez. Bravo. Lisa Charvet lui tendit une main un peu molle. Elle était plutôt jolie, vêtue sans soin particulier. Son bonnet de laine mouillée avait plaqué ses boucles brunes sur son front. 2 traces de mascara ombraient ses yeux noisettes. Elle avait dû fumer une cigarette juste avant de venir, sa parka empestait le tabac froid. La jeune femme restait debout, indécise. Son regard embrassait la pièce. À l'invitation d'Alice, elle s'assit sur le fauteuil qui faisait face au bureau et posa un sac à dos chargé à ses pieds. « C'est grand chez vous. Dites-moi ce qui vous amène. Je voudrais être défendue par une femme. »« Ça tombe bien, » dit Alice. « J'ai déjà un avocat, mais je veux changer. C'est mes parents qui l'ont choisi quand j'étais mineure. » Elle devait avoir à peine 20 ans. « Comment s'appelle-t-il » ? Maître Rodolphe Laurentin. Il est avocat à Paris. C'est une amie de ma mère qui nous l'avait recommandé. Vous devez le connaître, il passe à la télé, dans les débats. Il est spécialiste. Spécialiste ? Que voulez-vous dire ? Des victimes. Il défend les victimes de viol. Mes parents voulaient ce qu'il y a de mieux pour moi, vous comprenez ? Je comprends, vu de Provence, un avocat parisien, c'est toujours mieux.
Ce n'est pas ce que je pense, moi. En tout cas, vous l'avez vu à mon procès. Alice écarquilla les yeux. À votre procès ? Oui, c'était il y a 7 mois. Vous étiez venu vous asseoir à côté de l'avocat de la défense, Maître Terry. Vous êtes resté un bon moment avec lui. Merci beaucoup, Clarisse. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé, Enzo, à Dieppe? Yes. Quand vous voulez, Enzo. Alors, déjà, bonjour. Et je voulais vous demander, le roman est-il inspiré d'une histoire vraie? Ah, chic, alors j'attendais cette question. Bah, fallait commencer par là, non? On est obligé. Il paraît que c'est une question qui est souvent posée. Oui, la réponse est oui. C'est effectivement, je me suis effectivement inspirée d'une histoire vraie. Déjà, il faut peut-être que je vous dise ce que je fais. Moi, depuis 20 ans, je raconte le crime et les délits. Hein. Je passe ma vie dans les palais de justice. Donc, effectivement, je me suis inspirée d'une histoire vraie. De l'histoire, donc, qui est celle de la petite menteuse, qui est l'histoire d'une adolescente qui, à un moment donné, pour se sortir du piège dans lequel elle était au collège, a inventé une histoire. A inventé une histoire auprès d'une de ses amies en lui disant qu'elle avait été abusée par un homme. Elle pensait que ça resterait entre elles, et de cette confidence a été ensuite confiée à des professeurs, a été confiée ensuite aux parents, et puis toute une énorme machine judiciaire s'est mise en route. Et cette jeune fille s'est retrouvée complètement piégée par ce qui était au départ un mensonge, ou en tout cas une autre forme de vérité. Et le roman commence au moment où elle est devenue majeure, elle va voir une avocate, et l'homme qu'elle a accusé a été condamné, et elle veut dire qu'elle a menti. Donc oui, cette histoire, je l'ai vécue en vrai. Maintenant, la question qui peut peut-être se poser, c'est pourquoi je n'ai pas raconté la vraie histoire. Alors, pour une raison toute simple, c'est que dans la vraie histoire, cette jeune fille, qui a donc dû affronter un procès où l'homme qu'elle avait accusé à tort avait déjà été condamné à 14 ans de prison, cette jeune fille, en fait, dans la vraie vie, a été complètement détruite par son mensonge. Et moi, je n'avais pas envie de ça. C'est ça que permet la fiction. Donc j'avais envie de raconter l'histoire d'une fille qui allait affronter ce qui s'était passé, qui allait vouloir s'expliquer, qui allait vouloir dire aux adultes et à tout le monde comment elle s'était retrouvée piégée, qu'est-ce que c'était que d'avoir des seins trop tôt, plus tôt que les autres. Et de l'histoire d'une jeune fille qui surtout avait envie de déposer le statut auquel on l'avait assigné et d'entrer dans la vie. Donc je crois que c'est pour ça que j'ai choisi la fiction. Et alors, il y a une question qui revient beaucoup et qu'on va désamorcer tout de suite avec Almira à Aulnay. Si vous pouvez poser votre question, Almira. Parfait. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir pris le parti de raconter l'histoire de cette façon, celle d'une jeune fille qui a menti? N'avez-vous pas peur que cela soit généralisé pour les autres victimes? Alors, j'espère, c'est vous qui avez la réponse, c'est pas moi qui l'ai. J'espère que quand vous avez lu le livre, et si vous le lisez, j'espère que vous le lirez, vous ne pourrez plus penser que j'ai voulu faire ça. Je veux dire, vraiment, j'ai raconté l'histoire d'une jeune fille, qui me paraît être plus importante que tout. C'est-à-dire que moi, je crois que aucune époque ne doit empêcher de raconter des moments de vie, des épreuves de vie individuelles. Et je pense que quelle que soit l'époque, il y a des choses qui sont constantes. Ce qui est constant pour moi, c'est la violence du collège. Ce qui est constant pour moi, c'est que le collège, c'est un moment qui est difficile à traverser. C'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on est. On est en permanence, on voudrait être quelqu'un d'autre, on voudrait être sa voisine, on voudrait être cette autre fille, on voudrait être... Et on n'est pas bien dans sa peau, c'est un moment qui est compliqué, c'est un moment qui je répète, que j'ai trouvé, que moi, personnellement, il se trouve que j'ai été interne pendant 10 ans, donc j'ai connu la violence du collège. Et ça, je pense que c'est permanent. Donc, il n'y a pas du tout
Si j'avais voulu écrire autre chose, si j'avais voulu écrire quelque chose sur le mouvement, sur la parole des femmes, j'aurais écrit une thèse, j'aurais pas écrit un roman, j'aurais pas écrit l'histoire de Lisa. Et toujours à Aulnay, il y a la question de José Mika, qui paraît anecdotique, mais j'avais pas pensé, c'est intéressant. Bonjour. Pourquoi avoir choisi l'adjectif petite pour qualifier ce personnage majeur? Ah. Parce que, bon, d'abord, je trouve que évidemment, il y avait ce titre aussi d'un film de Claude Miller qui était La petite voleuse. Mais c'est d'abord, pour moi, quelque chose qui relève de la tendresse. C'est un personnage, vous savez, Lisa, que je n'aimais pas au départ. J'étais plus proche de l'avocate et je trouve que c'est compliqué aujourd'hui d'aimer une fille qui a menti. Et puis petit à petit, j'ai fait comme les juges, j'ai voulu la comprendre, j'ai voulu rentrer dans sa vie, j'ai voulu essayer d'expliquer ce qui s'était passé. Et donc la petite, c'est quelque chose de sans doute d'affectueux, oui, je crois que c'est ça. C'est parce que je l'aime bien. Il y a une question que je prends dans ma voix, question de Sacha Dieppe qui demande quelle est votre scène préférée dans votre roman. J'aime bien cette question d'ailleurs parce qu'on la pose jamais aux romanciers, mais surtout vous vous êtes emparé d'une histoire vraie pour en faire un roman, et donc est-ce qu'il y a des scènes qui sont pour vous des inventions jubilatoires de romanciers? R. Alors, est-ce qu'il y a une scène préférée? Oh là là, elles sont dures vos questions. C'est la plus forte à écrire, ou vous avez reculé un peu en vous disant ah ouais, pas mal. Je réfléchis. Écoutez, pour moi, c'était aussi une manière de raconter ce que j'aime dans les procès. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà franchi des portes de palais de justice, qui sont allés s'asseoir pour écouter. Moi, j'aime particulièrement le moment où défilent les témoins. Parce que les témoins, c'est des gens qui, voilà, c'est le père, c'est la mère, c'est le fils, c'est le frère, c'est le voisin. C'est tous ceux qui, à un moment donné, vont avoir un avis à donner sur un accusé, en général sur l'accusé. Et c'est toujours un défilé de vie, avec des accents, avec des manières de marcher, avec des façons, vous savez, simplement, quand nous, on l'a un peu vécu ici, là, on rentre, on s'assoit, on croise les jambes, on les décroise, on donne des choses à voir de nous. Et bien, dans un procès, le simple fait de s'avancer comme ça, on donne déjà des choses à voir de soi. Et je crois qu'effectivement, une des scènes que je préfère, sans doute, c'est peut-être le moment où le principal du collège, après avoir été interrogé, se retire. Parce qu'il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il se voyait comme un type qui avait manqué d'émotion, qui avait manqué de compréhension, et finalement on lui dit qu'il a tout compris avant les autres, parce que lui, il avait dit que peut-être il fallait être prudent sur les déclarations de Lisa, que peut-être quand elle disait qu'elle avait été abusée par un adulte, il fallait prendre ces accusations avec précaution. Et c'est finalement, il a pensé qu'il avait tort, et puis là tout d'un coup on lui dit qu'il a raison. Et ces moments-là où quelqu'un finalement offre sa détresse ou offre sa certitude, moi c'est les moments que j'adore en fait dans mon métier, donc je crois que c'est sans doute ceux que j'ai préféré écrire dans ce roman. Oui. Au Lila, Noémie a 2 questions. Noémie, on peut enchaîner les 2 questions, je pense. Merci. Alors, bonjour. Alors, bonjour. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, il est engagé d'une certaine manière? S'il est engagé, Oui. il est engagé dans la mesure où, oui, s'il y a un engagement, c'est celui qui inciterait à aller voir, à ne pas avoir trop d'a priori, à rentrer dans la vie de quelqu'un.
à ne pas la juger trop vite, à ne pas la condamner trop vite, à faire prévaloir le doute, à entendre toutes ces raisons, à comprendre aussi ce que peut être, encore une fois, la violence qu'on peut vivre dans un collège, ce que peut être aussi, du côté de l'accusé, le fait de dire qu'on est innocent et de ne jamais être cru. Donc oui, si c'est ça l'engagement, je le prends. Il y avait une deuxième question, Noémie, ouais. Oui, ma deuxième question, c'est pourquoi vous avez décidé de créer une personnalité si conservatrice au personnage d'Alice? Vous trouvez qu'elle est conservatrice? Oui. Pourquoi vous la trouvez? Non, c'est pas à moi de poser des questions, c'est à vous. Non, moi je pense pas qu'elle soit conservatrice, Alice. Je pense que Alice, elle est une avocate qui défend en alternance des accusés et des plaignantes ou des plaignants, qui essaye de faire son métier du mieux possible et qui tout d'un coup se trouve confrontée à quelque chose d'assez incroyable et d'unique dans sa vie. Parce que ce n'est pas rien d'aller affronter, d'abord de recevoir dans son cabinet d'avocat la confidence que celle qu'elle pensait défendre comme victime dans une affaire de viol vient lui dire « j'ai menti ». C'est-à-dire que non seulement elle se dit, comme elle est avocate, il y a un homme qui est en prison pour rien, mais elle se dit aussi dans quoi j'emmène cette jeune fille ? Et est-ce que vraiment elle va avoir la force de résister à ça? Donc moi je trouve qu'elle n'est pas conservatrice. Et quand elle dit je vais la faire aimer, je vais la défendre et je vais expliquer ce qui s'est passé, je crois qu'elle fait magnifiquement son métier. Merci Noémie. Et on part à Dreux avec 2 questions sur le mensonge. Comme toujours à Dreux, c'est des questions haut de gamme, métaphysiques quasiment. Et rappelez-nous vos prénoms parce qu'ils n'étaient pas notés. Moi, je m'appelle Lana. Lana. Le mensonge est-il une arme et devient-on quelqu'un d'autre quand on ment? Est-ce que vous pouvez me répéter le début? Le mensonge est-il une arme et devient-on quelqu'un d'autre quand on ment? Paf. Alors, le mensonge est une protection, plus qu'une arme. Je pense qu'on ment pour se protéger. Donc effectivement, est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre? Je ne crois pas. En tout cas, le mensonge s'impose à vous. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez menti, et vous savez, en général, c'est encore quelque chose qui là, pour le coup, est totalement dans la réalité. Je pense qu'on fait tous des petits mensonges. Je pense que quand on est adolescent, on fait encore plus de petits mensonges. S'il y a bien un moment où on ment dans sa vie, c'est quand on est adolescent, parce qu'il faut mentir tout le temps. Il faut mentir à ses parents, il faut mentir à ses profs parce qu'on n'a pas rendu son contrôle, il faut mentir à ses copains. Je pense que c'est un moment où on ment. Il y a des moments où il y a des mensonges qui sont sans importance. Et puis il y a d'autres mensonges qui échappent à leur auteur et qui tout d'un coup deviennent, vous avez un petit mensonge qui va amener un deuxième mensonge, puis un troisième mensonge. Donc effectivement, à un moment donné, vous devenez quelqu'un d'autre. Parce que on vous croit, on croit le personnage que vous êtes, et donc vous êtes piégé. Oui, donc effectivement, le mensonge vous a changé. Mais ce n'est pas le premier petit mensonge. C'est la manière dont les autres vous ont cru. Et je crois que c'est aussi ça l'intérêt du personnage de Lisa, c'est que quand je disais tout à l'heure que j'ai voulu un personnage qui survivrait à ce mensonge, qui l'affronterait, c'est aussi un personnage qui renverrait les adultes à leur propre responsabilité. C'est-à-dire que la question, bien sûr, elle a menti, mais la question est aussi de savoir pourquoi les adultes l'ont cru. Donc oui, elle est devenue différente dans le regard des autres. Bien sûr, aux yeux des autres, elle était quelqu'un d'autre. Et justement, alors, question subsidiaire comme ça, sur un sujet aussi grave, et pour une journaliste qui aime tant la vérité brute et technique et la plus proche possible de ce qu'il y a de plus vrai, comment on passe, pourquoi on choisit le roman, qui est une forme de mensonge, si on veut? Parce que je crois que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que je pense que s'il y a bien quelque chose qui s'échappe en permanence, c'est la vérité. On essaye de s'approcher, dans les procès, on essaye de s'approcher de la vérité le plus possible. Mais la vérité, alors il y a une vérité judiciaire, mais je pense que la frustration, justement, peut-être, qui
qui donne envie d'écrire à un moment donné une fiction, c'est qu'on sent bien que cette vérité judiciaire, c'est une construction. Parce qu'il y a une accusation, il y a une défense, il y a des juges. Donc c'est une construction. Et donc l'envie de la fiction, c'est justement d'aller derrière, c'est d'aller dans l'échange entre quand une jeune femme vient parler à son avocate dans le secret de son cabinet, là, elle ne va pas mentir. Et donc, ensuite, on va voir comment elle arrive à l'audience. Mais moi, j'avais envie d'aller voir là. Parce que justement, je crois que la vérité, j'ai l'impression qu'elle se dérobe en permanence. Dernière question au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Victoire. C'est sur les lecteurs. La dernière question. C'est Victoire ou Leïla, je ne sais pas. J'aurai une petite précision après que vous avez posé la question. Okay. Allez-y. À qui ce livre s'adresse-t-il ? Voilà. Et à qui vous pensez qu'il s'adresse ? À nous ? Enfin, à des jeunes lecteurs ? Voilà, c'était ma question. À des jeunes filles, quoi. J'aimerais... En tout cas, vous... C'est terrible parce que tout à l'heure on parlait de procureur. Je pense que vous en êtes potentiellement à la fois les plus grands procureurs et les plus grands défenseurs possibles. Vous connaissez ça. Donc après, je pense que vous savez, l'adolescence, c'est un moment qui marque, hein, même quand, comme pour moi, elle est loin. Donc je crois qu'il peut s'adresser à tout le monde. Il peut s'adresser aussi à ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans la tête des juges, dans la tête des avocats, qui veulent aller au-delà de l'image qu'on a, un peu solennelle, etc., et d'essayer de voir aussi une avocate avec ses doutes, et de voir comment on affronte ça, et comment on affronte ce procès. Donc pour moi j'aime ça. J'aime les procès. J'aime la manière dont on essaye de rendre justice. Donc, ça nous concerne, c'est rendu en notre nom, donc je pense que ça s'adresse à tout le monde. La petite menteuse à l'iconoclaste, Pascale Robert-Diard, merci beaucoup. Et on passe au Mage du Kremlin chez Gallimard de Giuliano d'Empoli. Et j'appelle Suzanne pour lire l'extrait, Suzanne de Dreux. Suzanne de Dreux, ça fait un peu chanson de geste comme ça. Merci Suzanne. Et on commencera avec Alice de Sèvres pour les questions. Nous faisions une télévision barbare et vulgaire, comme le veut la nature de ce média. Les Américains n'avaient plus rien à nous apprendre. En fait, c'était nous qui repoussions les frontières du trash. Mais, de temps à autre, l'immémoriable âme russe émergeait des profondeurs. À un certain moment, nous avons eu l'idée d'un grand show patriotique, en demandant à notre public de nous indiquer ses héros, les personnages sur lesquels se fonde l'orgueil de la mère Russie. Nous nous attendions aux grands esprits, Tolstoï, Pouchkine, Andreï Roublev, ou que sais-je, un chanteur, un acteur comme cela arrivait chez vous. Mais que nous ont donné les spectateurs, la masse informe du peuple habitué à courber le dos et baisser le regard? Que des noms de dictateurs. Leurs héros, les fondateurs de la patrie, coïncidaient avec une liste d'autocrates sanguinaires. Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Lénine, Staline. On a été obligé de falsifier les résultats pour faire gagner Alexandre Nevsky. Un guerrier, au moins, pas un exterminateur. Mais celui qui a recueilli le plus de voix fut Staline. Staline, vous vous rendez compte? C'est là que j'ai compris que la Russie ne serait jamais devenue un pays comme les autres. Non pas qu'il y ait eu un vrai doute. Merci beaucoup, Suzanne de Dreux. Giuliano d'Empoli, vous avez le micro? Il fonctionne ou pas? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas un roman de la rentrée? Vous venez d'avant? Mais quel succès énorme! Merci pour cet Tous les accueil. libraires l'ont conseillé, coup de cœur partout. Incroyable ça déjà.
Écoutez, je vais ignorer le côté existentiel de votre question. Hein. Qu'est-ce que je fais ça là? Je ne sais pas. C'est vrai que malheureusement, hein, je pense que c'est un peu la faute de Poutine que je sois là aussi. Parce que il s'est chargé d'animer de façon tragique. Aujourd'hui encore, pendant que nous parlons là, les villes de toute l'Ukraine sont bombardées. Et mon livre, en vérité, a été écrit avant cette guerre. Donc, il ne raconte pas cette guerre et certainement il ne la prévoit pas, mais il raconte le pouvoir de Poutine et la façon dont il s'est développé pendant 20 ans, à travers les yeux d'un personnage un peu particulier qui n'est ni un ancien des services secrets, ni un oligarque, un homme d'affaires, mais une sorte d'artiste, un metteur en scène de théâtre qui va participer à tout le parcours de Poutine. Oui, je crois malheureusement que c'est peut-être un peu la raison de ma présence ici. Le livre d'ailleurs est un livre, les possibilités d'identification du public sont très limitées. C'est un livre de gens très vieux, hein. Il n'y a pas de lycéens, il n'y a pas de... de ce point de vue-là, je pense que personne ne pourra s'identifier. Mais par contre... c'est peut-être un livre qui essaye de comprendre quelque chose qui a priori est très difficile à comprendre, c'est-à-dire la guerre qui revient aujourd'hui en Europe, une forme de violence que nous pensions dépasser et comment on a pu en arriver jusque-là. Justement, il y a Violette à Sèvres qui a une question pour vous. Ça m'a surpris cette question, mais c'est très très intéressant. Violette à Sèvres. Bonjour, du coup je voulais vous demander, est-ce que c'était et est-ce que c'est encore dangereux pour vous d'avoir écrit ce livre ou pas? Je ne pense pas que ça n'a jamais été dangereux pour moi d'avoir écrit ce livre, ou du moins, c'est ce que j'espère. Vous savez, l'exercice que j'ai fait pour ce livre a été celui d'essayer d'entrer dans la tête d'un des personnages qui ont participé à la construction du régime de Poutine. Et mon objectif n'était pas celui de le raconter de l'extérieur ou d'une perspective occidentale en disant c'est un méchant. Je vais vous raconter l'histoire de ces gens très méchants qui aujourd'hui sont en train de bombarder des civils et de violer des gens et de faire tout ce que nous voyons en Ukraine aujourd'hui. Mon objectif, c'était plutôt celui d'essayer d'adopter leur perspective. On dit le défaut du vainqueur, c'est de n'avoir aucune curiosité par rapport au perdant. Je pense que notre défaut par rapport à la Russie a été, pendant un quart de siècle, de n'avoir eu aucune curiosité par rapport à leur point de vue, la façon dont ils ont vécu cette histoire. Et donc, j'ai fait cet exercice très difficile d'essayer de partir de là, de rentrer dans la tête d'un personnage d'ailleurs au départ plutôt sympathique, hein, qui est justement quelqu'un qui fait l'Académie d'art dramatique à Moscou, qui après fait de la télé-réalité, qui émerge de cette sorte le Moscou des années 90, c'est une sorte de Disneyland pour adultes armés de Kalachnikov. C'est un endroit où tout peut arriver. Le niveau de violence est très élevé, mais l'extrait que vous lisiez donne un peu aussi le sens de tout ça. Et mon personnage, au fond, il fait de la télé-réalité, il est dans le show business, et à un certain moment, il va rentrer dans un engrenage.
Et c'est ça que je voulais raconter, la façon dont il entre dans un engrenage, qui est un engrenage de manipulation de plus en plus poussé et qui devient de plus en plus noir. Et la difficulté qu'il a à s'en sortir et la façon dont l'emprise de ce régime auquel il participe progressivement se déploie sur la société russe. Donc ce n'était pas un travail simplement de dénoncer quelque chose qui serait de très méchant. Ce serait plutôt d'essayer de comprendre. Après, évidemment, comprendre ne signifie pas justifier. Hein. Comprendre, je pense que c'est indispensable. Sinon, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Après, ça ne justifie en rien ce qui est en train de se passer. On aura une question de Christopher au lycée Louis Blériot dans un instant, mais il y a Bastien à Saint-Thomas-d'Aquin qui demande « Est-ce que vous auriez pu, parce que vous avez dit que vous l'avez écrit avant la guerre, et il est sorti même avant, auriez-vous pu modifier votre récit dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine ?» Non, je ne l'aurais pas modifié parce que le livre, en réalité, l'histoire du personnage, au fond, elle part du constat d'une extrême violence du régime de Poutine dès le départ. La violence que nous voyons se déployer aujourd'hui, elle était présente dès le début. Et mon personnage la voit, mais il ne veut pas la voir. Et après, il accompagne ce parcours jusqu'à ce que, et c'est déjà la première guerre, l'invasion de la Crimée en 2014, jusqu'à ce que ce fondement de violence devienne insupportable pour lui. Et donc, il va justement essayer de s'en sortir. Mais l'arc de ce régime et de ce personnage part de la violence et retourne à la violence. Alors aujourd'hui, c'est simplement le paroxysme de ça. C'est-à-dire, on a encore plus de violence, elle est encore plus visible. Mais ça ne modifie en réalité pas le parcours de mon roman. La question différente aurait été, est-ce que vous auriez pu l'écrire aujourd'hui? Et là, j'aurais plus de mal. C'est-à-dire que je crois que j'aurais eu plus de mal à m'identifier aujourd'hui dans ce type de personnage. Je n'aurais pas, par exemple, pu écrire, vous voyez, entrer dans la tête d'un nazi. C'est quelque chose que je n'aurais pas eu envie de faire ou que je n'aurais pas pu faire. Et donc, je crois que j'ai pu entrer dans la tête d'un Russe à une époque où, d'une certaine façon, les conclusions atroces de ce parcours n'étaient pas encore pleinement visibles ou pleinement déployées. Je ne sais pas si j'aurais envie de faire cet exercice aujourd'hui ou si j'en serais capable. Peut-être pas. Je donne la parole à Christopher tout de suite, mais il y a une question qui va un peu avec de Chekney au lycée Colbert qui dit « Avez-vous aimé écrire ce livre ?» C'est un peu comme pour Pascal Robert-Diard. Est-ce qu'il y a une jubilation malgré le sujet grave? Est-ce que vous êtes quand même... Parce que le personnage est jubilatoire aussi d'une certaine manière, quoi. Dans le cynisme aussi. Ça m'a pris des années d'écrire le livre, donc si je n'avais pas aimé, évidemment, ça aurait été problématique. J'ai souffert en l'écrivant, mais j'ai aussi aimé l'écrire. Aussi parce que, en vérité, l'histoire que le livre raconte est une histoire assez sombre. La matière du livre est une matière assez sombre. Mais j'ai quand même eu envie d'insérer certains antidotes dans le livre. Mon personnage qui essaye de se sortir de cet engrenage qu'il a contribué à construire, le fait avec certaines armes. Une arme est l'arme de la transmission, c'est-à-dire il a un grand-père, il a un père, et il y a quelque chose qui coule de là et qui va lui donner une force qu'il n'aurait peut-être pas eu tout seul. Un deuxième antidote, je pense que c'est un certain sourire malgré tout.
Vous savez, la Russie est un pays particulier où vous ne pouvez pas sourire. Dès que vous souriez, on vous prend pour un imbécile. Donc il faut faire très attention à sourire en Russie. Il faut être toujours très sérieux, sinon on n'en est pas... Et malgré ça, mon personnage est un personnage assez ironique, qui a envie de sourire même, de prendre les choses avec un tout petit peu de distance. Et ça l'aide pendant tout le parcours. Et puis, il y a une histoire de passion aussi dans le livre, et peut-être même de rédemption. C'est-à-dire que, bon, il y a une histoire d'amour, et il y a quand même des affects et des choses personnelles, plus personnelles qui se passent dans le livre. Et là aussi... avec un peu l'idée que pour arriver à une forme de pureté, de beauté, il faut traverser le mal, il faut traverser la corruption. La pureté qui serait simplement, même dans une relation, justement la relation du personnage principal avec le personnage féminin, elle traverse une forme de corruption, mais elle débouche sur une forme de pureté. Et à mon avis, c'est la vraie pureté, parce que la pureté qui serait simplement être sur le sommet d'une montagne sans aucune tentation, c'est une pureté très vulnérable, non ? C'est quelque chose qui peut être entaché à tout moment. Alors que cette forme de pureté qui ressort d'avoir traversé le mal et la corruption, je crois que c'est quelque chose de beau. Et donc, voilà, je me suis un peu nourri de ces éléments aussi. Justement, en parlant de nourriture, Christopher avait une question sur les sources. Et ensuite, on part à Dreux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi raconter la vie de Baranov ? Pardon ? Ah non, moi j'avais comment avez-vous su tous les éléments de l'histoire ? Ah oui, aussi. Mais bon, posez la question que vous voulez. Oh. Ah, voilà. Reposez votre question. Pourquoi raconter la vie de Baranov ? Pourquoi raconter sa vie ? Baranov, le personnage principal de mon livre, est inspiré en effet à un vrai personnage qui s'appelle Vladislav Surkov et qui était en effet le principal conseiller de Poutine pendant quelques années et qui a cette histoire curieuse derrière lui parce que c'est quelqu'un qui a fréquenté l'Académie d'art dramatique de Moscou, écrit des romans sous pseudonyme, a des posters de rappeurs américains sur les murs de son bureau, donc très en dehors du schéma normal des hommes gris, du pouvoir, du Kremlin. Mais justement parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Occident et sa culture, c'est quelqu'un qui a eu la force de l'utiliser d'abord pour construire tout le théâtre politique de Poutine à l'intérieur de la Russie et après pour le projeter à l'extérieur. Et en utilisant des techniques très sophistiquées, parce qu'encore une fois, notre manque de curiosité par rapport à ce qui se passe en Russie a fait que nous n'avons pas vu que, par exemple, tout le système d'information et de désinformation russe est quelque chose d'extraordinairement sophistiqué, parce qu'il naît de la fusion des anciennes techniques, non seulement du KGB soviétique, mais même précédentes à l'époque des tsars en Russie, avec les technologies les plus contemporaines développées sur les réseaux sociaux par des communicants américains. Et c'est le croisement de ces deux éléments qui a fait au cours des dernières années la force de la propagande russe et même sa pénétration en Occident. Donc ce personnage-là, il me semblait qu'il était un peu au croisement de ces tendances. Après, dans le livre, pour répondre à la question sur les sources que vous n'avez pas faites, mais que vous vouliez peut-être faire, la répartition est très simple, c'est-à-dire que tous les faits sont réels. Je n'ai rien inventé en termes de faits. Donc vous pouvez lire le livre
et c'est une reconstruction de ce qui s'est passé en Russie au cours des dernières 20 années. Par contre, toute l'histoire personnelle et toutes les réflexions, évidemment tout le côté 1 est purement de l'imagination. Mais la distinction est assez claire et j'ai préparé un peu ce livre comme s'il s'agissait d'en faire un essai. Donc avec beaucoup de sources, en discutant avec beaucoup de gens, en allant rencontrer beaucoup de gens, en voyageant en Russie et en faisant tout ça. Mais j'en ai quand même fait un roman. Et le problème de ce genre de discussion, c'est qu'évidemment, on a tendance à surexpliquer, alors que le livre, j'espère, est moins ennuyeux que son explication. Et c'est un peu toute la raison d'en faire un roman. Les deux sont passionnants. Dernière question de Dreux, très court. Sur la compréhension du monde. La littérature aide-t-elle à comprendre le monde? La littérature, pardon? Est-ce que la littérature, sous-entendu plus que les essais, aide mieux à comprendre le monde? Et vous y avez déjà un peu Je répondu. pense que oui. Je pense que, en plus des essais, ce que offre la littérature, c'est au moins deux choses. La première, c'est de comprendre la nuance, la contradiction, le paradoxe, l'irrationalité, la folie, le cœur du pouvoir, à mon avis, et du pouvoir russe en particulier, a des éléments d'irrationalité, de paradoxe, de contradiction continuelle. Vous pouvez essayer de rendre ça dans un essai, mais vous n'y arriverez pas, parce que vous n'y arriverez pas à travers un discours purement rationnel. Le roman, la littérature, a cette qualité-là. Donc c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que, et ça a à voir avec la première, c'est que à travers le roman, vous pouvez avoir un niveau de compréhension différent, qui ne va pas être simplement toucher la partie rationnelle de votre cerveau, mais qui va toucher vos émotions, qui va vous entraîner là-bas. Moi, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire j'ai essayé de me mettre moi-même et d'emporter le lecteur à l'intérieur du Kremlin et de certains endroits où certains choix ont été faits. Et je ne l'ai pas fait de façon rationnelle. Je l'ai fait en essayant de reproduire celle qui peut être la sensation de faire ce parcours et de se retrouver là-dedans. Et je pense que ce type de compréhension-là, encore une fois, c'est quelque chose qui aujourd'hui est essentiel pour que ce qui se passe dans le monde ne soit pas simplement quelque chose que vous voyez sur un écran d'ordinateur ou de télévision, mais soit quelque chose que... je ne dis pas que vous pouvez participer à ça, mais vous pouvez le comprendre à un niveau différent. Et donc peut-être aussi, et c'est la clé, et c'est pour ça que la littérature est importante, c'est la clé de l'empathie. Nous ne sortirons pas de nos crises si nous n'arrivons pas à nous mettre dans la tête des personnes qui sont en face de nous. Et la littérature est la seule façon de faire ça. Belle conclusion. Le mage du Kremlin, Giuliano d'Ampoli. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très rare parce que d'habitude, c'est les livres qui sont édités fin août, septembre, qui sont dans la course au prix. Et c'est très rare qu'on aille en chercher un comme ça d'avant l'été. Voilà. Le mage du Kremlin. Merci beaucoup. Et on passe à Yves Ravet, Taormine, aux éditions de Minuit. On dit les prestigieuses éditions de Minuit en général. Et j'appelle, pour lire l'extrait, César, du lycée Saint-Thomas d'Aquin. Ave.
Oh! Quand vous voulez, César. Une heure plus tard, nous avons stoppé sur le bas-côté, devant la pancarte agrigeante 20 km. Et je suis sorti encore une fois de voiture. Louisa m'a rejoint, s'est approchée. Elle souhaitait très fort que tout cela n'ait jamais existé. Pas ici, Melville, pas maintenant. J'ai demandé de quoi elle parlait exactement. Elle a répondu, la mort de cet enfant. Rien d'autre, Louisa? Elle a contemplé la route qui filait en ligne droite. J'ai sorti mon smartphone, pris Louisa en photo sous la pancarte. J'ai dit, désolé que ce gamin, si c'est lui, soit venu se loger sous mes roues. Moi aussi, je le regrette. Très fort, fais-moi un beau sourire, s'il te plaît. Pour toute réponse, Louisa a dit, on devrait se rendre à la police. Je la voyais venir. Mais à un point, pour être franc, je redoutais cela depuis le début, se rendre à la police. J'ai pris de nouvelles photos, sans cesser de parler, mais cette fois, j'ai changé de ton. Lui ai fait part de ma très forte réserve. Louisa, je suis sidéré que tu puisses envisager pareille démarche. Je vais finir par croire que tu deviens folle. Ou alors, dois-je considérer que c'est le soleil qui te tape sur le système? Si tu te rends à la police, ce sera pour lever le voile sur un crime que tu n'as pas commis. Ça m'est égal, a-t-elle répondu. Prenant mes marques sur les inégalités du terrain, pour assurer mon équilibre et cadrer l'image, chemise battante au vent, parmi les pierres éparses sur le terre-plein, je me découvrais dans l'obligation de répondre encore et à ma femme. Et j'étais en train de me dire, ça ne finira donc jamais. Alors, j'ai repris, bien décidé à étouffer cette nouvelle initiative, se rendre à la police. Ce serait tellement plus simple, Louisa, mais je vais te dire une chose. En principe, tu t'en remets aux autorités quand tu as commis une faute. Mais quand tu n'en as pas commis, du moins, quand personne ne peut certifier t'avoir vu commettre cette faute, comment tu procèdes? Tu tends tes poignets au policier et tu lui dis « Je ne suis pas certaine de mon fait, mais allez-y, brigadier. Mettez-moi en prison? C'est ce que tu veux? Qu'on te conduise en cellule? Écoute-moi bien, Louisa. Nous, on n'a rien à voir avec cet accident. Et je te pose la question. En supposant que tu fasses cette démarche, pourrait-on en déduire que nous étions présents sur les lieux? C'est impossible à démontrer. Des preuves, il faut des preuves. Et toi, non seulement tu leur en fournis, mais tu les inventes. Merci César, merci beaucoup. On part à Dieppe avec une question de Clarisse. Juste avant, je voulais vous dire, ce matin, on a parlé de la question de la responsabilité du juré dans un prix très très important comme celui-là. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Et en fait, la principale responsabilité du juré, c'est de garantir l'équité entre tous les candidats. Et c'est beaucoup plus dur quand on passe à la fin parce que la concentration baisse. Donc là, c'est à vous d'aller piocher dans vos réserves de concentration pour la culture, pour la démocratie. Voilà. Merci beaucoup. Et Clarisse, question de Dieppe. Question qu'on n'a pas posée encore à aucun des sélectionnés Goncourt, mais c'est une question que j'aime bien, moi. J'aime bien avoir la réponse à cette question-là. Est-ce que Clarisse de Dieppe peut poser sa question? Comment avez-vous réagi à votre sélection pour le prix Goncourt? Bonjour Yves Ravet. C'est vraiment une très belle question et c'est une question aussi assez inattendue. Comment j'ai réagi? Très simplement, je te répondrai que ça m'a fait très plaisir. Voilà. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais lorsqu'on présente, je vais associer cette information et cette question, je vais l'associer au fait que à ce moment-là, conjointement, on a terminé un livre. Il est fabriqué, il est à disposition des lectrices et des lecteurs dans les librairies. Et c'est surtout une forme d'accomplissement qui est en train de se jouer. Cet accomplissement, il est autorisé au livre lui-même et uniquement dans cette dimension-là, que le livre mérite ou ne mérite pas. Les prix, du moins les critères qui élaborent les prix, à ce moment-là, si on pense aux livres, on peut se dire qu'ils peuvent être très divers, qu'ils peuvent être très, très instables, très contradictoires, et personne ne connaît, ne sait comme ça ce qui se produira un jour. Alors je reviens à la question comme ça, mais oui, ça fait très plaisir, quoi, voilà.
d'autant qu'il y a ce contexte de livre fini. C'est pour un auteur important, quoi. J'ai une belle question technique d'Aminata au Lila. Simplement, je rappelle donc Taormine, en Sicile, un couple qui bat de l'aile, qui arrive comme ça en Sicile, et puis ils font un petit détour, ils percutent quelque chose avec leur voiture, ils ne savent pas ce que c'est parce qu'il pleut beaucoup, et le lendemain, dans le journal, ils apprennent qu'un enfant a été percuté par une voiture. J'en dis pas plus, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Mais donc, Aminata, au Lila, question un peu technique. Pourquoi n'avoir utilisé que les discours indirects libres? Et pourquoi a-t-on seulement accès au point de vue de Melville? Alors, dans ce roman, en effet, le point de vue de Melville est important parce qu'il se trouve qu'il est le narrateur de l'histoire. C'est lui qui dit en jeu, je fais ceci, je fais cela, je suis avec Louisa, je vais boire un verre, je traverse la plage, etc. Et c'est lui qui transmet ces choses-là à la lectrice et au lecteur. Et c'est à lui qu'appartient tout ce qui peut se dire sur l'histoire, puisqu'il est tout seul à parler. Et par exemple, lorsqu'il doit parler de ce que dit sa femme, eh bien, il le transmet. Et à ce moment-là, c'est lui qui donne sa marque au texte. Ensuite, le discours indirect libre, et je trouve que c'est une bonne remarque. Et, malgré tout, on essaiera, on va éviter de rentrer dans les choses trop compliquées, quoi, bien entendu. Mais ça veut dire que jamais un personnage du roman ne parle directement et ne s'adresse directement à la lectrice ou au lecteur. C'est-à-dire que son discours oral est fondu dans la suite et dans la description des événements. Et je reviens sur cette histoire de responsabilité. Ça veut simplement dire que, pour ce qui me concerne, en tant qu'auteur, donc, je veille à pouvoir diriger l'histoire à la façon dont il me paraît qu'elle doit être produite. Et ce qui doit survenir et ce qui doit, être raconté. Donc, je vais même pouvoir dire quand même comme ça que je situe trois niveaux, mais ce qui n'ôte rien à l'histoire elle-même. Mais les trois niveaux, c'est d'abord, on a les personnages qui s'expriment, deuxièmement, le narrateur qui rapporte ce que dit le personnage, et puis le personnage, il est décrit quand même par l'auteur, qui au moins, lui, a écrit le roman. Voilà ce que je pourrais dire de cette histoire de discours indirect libre. Il y a aussi le fait, très rapidement, qu'on ne s'adresse jamais les uns aux autres de manière... Ce n'est pas rapporté de manière directe. Vous savez, par exemple, Jean dit, ouvrez les guillemets, je vais aller boire un café, fermez les guillemets. C'est-à-dire que cette action d'aller boire un café, par exemple, va se fondre dans l'ensemble des descriptions, ce qui donne une part équivalente à la description et puis aux paroles qu'entretiennent les personnages entre eux. Voilà. Très belle question de Mathis au lycée Baudelaire de Meaux, qui pourra poser la troisième, s'il veut bien, sur Louisa et Melville, mais je vous pose sa deuxième. Melville Hamet est-il conscient de sa médiocrité, de sa pleutrerie et de son manque de moralité? Bon, j'ai déjà entendu parler... Est-ce qu'il est conscient de ça? Alors, la question qu'il en soit conscient, je pourrais répondre si lui-même admettait qu'il puisse être médiocre et veule et lâche, parce qu'il fait une magnifique démonstration de médiocrité. Et la question est là, elle est lorsque je suis en train de composer ces pages les unes après les autres, de m'interroger, de savoir si c'est tout à fait légitime de présenter ce type de personnage. Et ce type de personnage, on me le présente parfois comme celui qui n'embellit pas l'histoire,
et qui serait donc en quelque sorte en opposition aux habitudes littéraires, si vous voulez, et qui serait, on pourrait dire, il serait un anti-héros, c'est-à-dire quelqu'un qui ne brille pas, quelqu'un qui n'a pas d'histoire à raconter, quelqu'un qui n'a rien d'autre à réfléchir que de passer de bonnes vacances, par exemple sur cette terre de Sicile où il a choisi d'aller. Et moi, la question, elle se pose de me dire comment est-ce que ce type de personnage peut susciter l'intérêt, c'est-à-dire pourquoi est-ce que moi comment est-ce que je fais quand j'empoigne un roman et que je commence à lire l'histoire, comment les choses se produisent de telle sorte que soit je laisse tomber parce que je me dis mais vraiment ça ne m'intéresse pas, ce sont des personnages sans relief et qui n'ont pas d'histoire et rien de spectaculaire, ou alors est-ce que je poursuis en étant intéressé par un personnage qui est en train de se construire. Alors effectivement, ça pose une question progressivement, si vous voulez, dans l'histoire, un peu sur le débat que ça pourrait engendrer, qui serait celui de l'éventuelle moralité. Mais là, je suis obligé de revenir au roman lui-même et aux événements qui le constituent. C'est-à-dire que là, dans la lecture, qui a été très belle d'ailleurs, de César, je crois, c'est ça, dans la lecture, le personnage, l'accident qui survient au bout d'une vingtaine de pages, on va dire par exemple, il est entendu ici, on parle d'un côté d'un enfant, de l'autre côté de la mort, etc. Donc je peux me permettre d'avancer un petit peu, mais parler de ce roman en évitant les événements et la suite des circonstances, si vous voulez, c'est très difficile parce que ça devient c'est un roman qui a besoin d'exemples concrets. Donc la lecture me favorise en disant ça. Simplement, voilà, je reviens sur cet esprit médiocre que serait donc Belleville. Il faut simplement l'entendre comme éventuellement intéressant par, si vous voulez, oui, pourquoi pas, par sa nullité. C'est quelqu'un qui, dès le début du récit, raconte qu'il est en difficulté avec son épouse, que c'est un couple qui bat l'aile, voilà, et il a décidé, ou ils ont décidé en commun, de se fabriquer, de prendre des vacances tout bonnement en Sicile pendant une semaine, en espérant que les choses aillent mieux. Bien mal leur en prend parce que il rencontre une difficulté majeure, et c'est cette difficulté majeure qu'on va appeler l'accident, voilà, pour être plus simple, qui va conditionner la suite de leur voyage, et ce, en des proportions inattendues. Disons qu'au départ, vous avez un simple touriste qui décide de prendre des vacances au soleil et de se réconcilier avec son épouse. Ensuite, ça continue dans des difficultés notoires, et ça se termine à un endroit dont je ne vais rien évoquer, bien entendu. Mais voilà, ça me fait dire aussi, en dernier lieu, et par rapport au personnage, que je serais relativement intéressé par le fait que, y compris dans un roman, mais après tout dans la vie quotidienne, on n'a jamais terminé avec un portrait, on n'a jamais terminé avec un personnage. On n'en a jamais terminé avec les caractéristiques d'un tel ou d'un tel. C'est-à-dire que chacun a la liberté de se révéler d'une manière contradictoire après plusieurs exemples. Par exemple, quelqu'un qui est rejeté et qui d'un seul coup procède à un acte héroïque, et dans ce cas, il est sauvé. La lumière qui est déposée du point de vue des critères moraux sur sa personne peuvent évoluer. Et j'ai toujours, moi, ce sentiment
que je peux faire évoluer mes personnages. Alors, celui-ci, j'ai entendu le mot médiocrité, il est tellement difficile que j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Voilà. Mais justement, à propos de la lumière que vous posez sur les personnages, c'était l'autre question de Matisse au lycée Baudelaire. Oui. La troisième question. 1, 2. Ah non, c'est bon. Oui. Louisa et Melvin sont qualifiés de parasites. Pourquoi avoir donné le nom d'un grand auteur de romans policiers à des êtres aussi peu recommandables et dénués de morale? Alors, c'est toujours la même question avec cette idée de parasite. Là, la question, elle est que leur situation, la situation de Louisa et de Melville se développe de telle sorte qu'ils finissent par être gagnés par ce qu'ils étaient justement en train de fuir. Mais c'est surtout que vous avez donné un nom de dieu littéraire, oui. Un personnage pour le moins un peu sympathique, quoi. Cette lumière, vous l'avez donnée par le nom, par Hamet. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là pour un type comme ça? Alors c'est venu, mais parce que la raison et le droit ne sont pas toujours obligatoirement du même côté, y compris, alors Hamet fait référence à, je pense que c'est ce que vous voulez dire, à Dashiell Hamet, auteur de romans policiers des années 30, 40, etc., qui a développé une série de personnages qui ont toujours des comportements qui sont quand même relativement troubles. Et c'est à ces personnages, si vous voulez, que j'associe mon propre personnage. Voilà. Donc, Hamet, c'est quelqu'un qui a vécu dans la Dashiell Hamet, ça me revient comme ça, dans la difficulté. Il a travaillé, par exemple, pour l'agence Pinkerton, qui était une fameuse agence de détectives, et qui a donné, qui est un foyer inépuisable de narration et d'intrigues policières, quoi. Alors, il y a ce petit côté policier, quoi, qui pourrait y avoir chez lui, mais qui se retourne contre lui. On prend une dernière question, et il faudra répondre, il va falloir être concis, il nous reste assez peu de temps, mais Iris, j'aime bien votre question au lycée Saint-Thomas d'Aquin, j'aime beaucoup cette question. Iris, sur le couple. Oui. Au début du roman, vous nous informez sur la situation du couple au bord de la séparation, mais à la fin, nous n'avons pas de précision sur l'évolution de cette relation. Qu'envisagerez-vous sur l'impact de cette aventure sur la relation de ces deux personnages? C'est vrai qu'on se demande, à la fin, ça ne tranche pas. Est-ce que ça soude ou est-ce que ça sépare, ce genre d'aventure? Alors, ça veut dire que le roman, physiquement au nombre de pages et puis au nombre de caractères, à un moment donné, il n'y a plus rien. On est donc à la fin. Après, ça pose la question, je vais être peut-être un peu plus rapide là, ça pose la question du dénouement. Comment la crise se résout éventuellement. Elle se résout d'une certaine façon, mais qui ne met pas en cause leur relation. Ce n'est pas sur leur relation que les choses se terminent. C'est sur cette faute qui a été commise en début de récit et qui est en train de surgir, et ils sont en train de payer une certaine dette. Mais cette dette je n'ai plus effleuré, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas paru possible d'aller plus loin dans la relation entre Melville et sa femme, c'est-à-dire dans la description passionnelle d'un couple qui est au bord de la crise de nerfs, si on veut. Ils ont croisé autre chose, qui est la terre de Sicile. Et cette terre de Sicile, qui est une terre contrastée, soleil et ombre, a offert au couple une possibilité de se rendre dans une situation irréversible, quoi. Je terminerai rapidement en disant que quand Louisa est dans ce site touristique de Sicile qui s'appelle Agrigente, parmi les colonnes doriques qui rappellent évidemment, qui sont l'expression de la civilisation grecque, ils sont en face, et elle est en face d'une sorte de vérité qui ne peut appartenir qu'à elle, qu'à la réponse que eux ont toujours refusé de
de produire. Voilà. Merci beaucoup Yves Ravet, Taormine, aux éditions de Minuit. Et merci à Chloé Corman, à Pascal Robert Diard et à Giuliano, la Empoli.